Bon alors réponse aux questions donc concernant l'analyse que fait Weber de la structuration sociale de la société européenne du 19e, plus particulièrement de la société allemande. Alors en fait plus particulièrement de la société allemande de la deuxième moitié du 19e, contrairement à Marx qui lui avait en focale donc la société allemande de la première moitié du 19e. Alors, avant de commencer la réponse aux questions, je voudrais insister sur un point. À la relecture de mon texte, voilà, je trouve que j'ai été un petit peu rapide dans la transition, donc entre ce premier paragraphe où j'explique et j'illustre le concept de strate propre à Weber, et puis ensuite le second paragraphe dans lequel j'expose les trois agrégats que Weber présente et qui ont été retenus par la tradition sociologique, donc celui de classe sociale, celui de groupe de statut et celui de parti politique. Donc la façon dont je l'ai rédigé, sans transition, laisserait à penser que classe sociale, groupe de statut et parti politique sont des strates. Alors pas du tout. En fait, les strates à prendre en considération combinent ordre économique, classe sociale, ordre social, groupe de statut, et ordre politique, parti politique. Donc les classes sociales, groupes de statut et partis politiques finalement ne sont que des aspects particuliers et purs des strates que considère Weber. Mais ce ne sont pas les strates en elles-mêmes auxquelles il s'intéresse. Les strates sont des combinaisons de ces trois ordres, dans des proportions variables. Alors, ceci étant dit, on peut s'intéresser donc aux questions en elles-mêmes. En quoi l'aristocratie a-t-elle pu convertir ses propriétés foncières en actifs commerciaux et industriels? Alors l'aristocratie, historiquement, elle a une tutelle politique sur la terre, donc c'est une tutelle politique qui va se transformer en propriété, et bien entendu, quand on possède de la terre, on peut la vendre, et ensuite on peut convertir le produit de cette vente en investissement dans des activités commerciales ou industrielles. On peut investir dans la construction d'usines, par exemple. Donc c'est ce genre d'idée que j'ai voulu suggérer. Deuxième question, expliquer en quoi l'appartenance à un même groupe de statut prédispose plus à une conscience commune que l'appartenance à une même classe sociale. Alors Weber a une définition extrêmement restrictive de la classe sociale. C'est pour lui un ensemble d'individus qui ont le même niveau de richesse, donc qui ont la même capacité à accéder aux biens et services, pour faire simple. Bien entendu, cette capacité d'accès aux biens et services, elle peut procéder d'une logique sociale très différente. Ça peut être un enrichissement commerçant brusque en raison effectivement d'une bonne idée d'activité, ou ça peut être le résultat de l'héritage de propriétés foncières, par exemple. Donc, la classe sociale, elle prédispose pas à une conscience commune, alors que le groupe de statut beaucoup plus, puisque le groupe de statut, sa caractéristique, c'est qu'il agrège des personnes qui ont un même prestige social, mais ce prestige, il découle fondamentalement d'une même activité, d'un même diplôme, d'une même extraction sociale, donc qui témoignent toutes, en fait, d'une même sociabilité. C'est-à-dire que les gens qui partagent un même groupe de statut, donc qui sont constitutifs d'un même groupe de statut, il y a de très grandes chances qu'en fait, ils aient des contacts sociaux fréquents,
voilà, qui vont leur donner conscience d'appartenir à ce groupe. Donc ce groupe va être ce qu'on appelle classiquement en sociologie un groupe social. Donc l'explication est relativement simple. En quoi la société allemande de la seconde moitié du 19e relève-t-elle plus d'une logique de strate que d'une logique de classe à la Marx? Alors ça c'est tout l'objet du petit paragraphe introductif que j'ai rédigé. C'est-à-dire que la société allemande de la seconde moitié du 19e, donc elle témoigne de la complexité en fait de la constitution de la société allemande. Donc cette société allemande, elle est au croisement de la reconversion de l'aristocratie, en France on dirait d'ancien régime, donc les fameux Junkers, qui vont embrasser le destin national de l'Allemagne, et puis de la construction d'un socle industriel toujours présent d'ailleurs aujourd'hui au passage, qui lui est dû à une bourgeoisie industrielle particulièrement dynamique. Donc la société que décrit Weber, elle est beaucoup plus complexe en fait que celle que décrit Marx. Voilà, alors elle est beaucoup plus complexe que celle que décrit Marx parce que ça ne veut pas dire que Marx s'est trompé, mais c'est que Marx il n'observait pas le même monde et il était obnubilé notamment par une nouveauté, c'est-à-dire l'érection de cette bourgeoisie industrielle qui à l'époque effectivement était tout à fait surprenante par ses réalisations, par les cathédrales industrielles qu'elle construisait. Mais l'ancien monde, la mutation de l'ancien monde, s'est rappelée au bon souvenir de la société allemande et a produit ses effets dans la deuxième moitié du 19e. Et c'est sans doute ce que Weber voulait retracer. Alors on va finir par une comparaison des descriptions de la structure sociale selon Marx et selon Weber. Donc, je vous invite à lire, hein, il y a trois éléments de comparaison classiques que la littérature retient. Et j'ai posé une petite question, donc c'est pourquoi dans une société weberienne, entre guillemets, voilà, donc ça serait en gros celle de l'Allemagne de la seconde moitié du 19e, l'antagonisme marxiste est-il possible? Alors là il y a un lapsus, c'est impossible. Voilà, donc l'antagonisme marxiste, hein, il se résume par l'opposition finalement entre deux groupes, et une opposition qui ne peut se résoudre que dans la disparition de l'un des deux groupes. Chez Marx d'ailleurs ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que ce sont même les deux groupes en eux-mêmes qui disparaissent pour accoucher d'une nouvelle société. Pourquoi dans une société weberienne l'antagonisme marxiste est-il impossible, hein, c'est ma question. C'est tout simplement parce que les deux groupes que tout oppose, en fait, ils n'existent pas. Ce qu'il existe, c'est une multiplicité d'individus qui combinent de manière variable les trois dimensions du statut social, donc la dimension économique, la dimension sociale et la dimension politique. Et partant, ils sont toujours dans des relations complexes, mouvantes, fluctuantes, et ce qu'ils peuvent au mieux, c'est se neutraliser, et dans ce cas-là, on va parler effectivement de domination, mais en aucun cas, un groupe d'ailleurs qui n'existe pas, ne peut pas supplanter les autres, les annihiler, ou ça n'a pas de sens, voilà. C'est un petit peu je dirais le message sans doute de la sociologie weberienne. C'est que le monde peut se recombiner, mais il ne peut pas radicalement se transformer. Les rapports de force qui existent entre les différentes strates qui agrègent de manière différente
Donc pouvoir économique, pouvoir social et pouvoir politique. Donc les différentes forces, effectivement, peuvent se repositionner, mais en aucun cas on ne peut voir l'une d'entre elles, quand bien même telle existerait-elle, donc on ne peut pas voir l'une d'entre elles, donc totalement supplanter les autres, les annihiler, c'est-à-dire cette idée d'un monde totalement nouveau qui émerge d'un monde antérieur, pour Weber n'a pas de sens. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais il faut dire que Weber, c'est pas toujours clair, hein. Voilà, mais c'est son charme.